Bienvenue à vous, Isabelle Schwigel. Bonjour, merci. Bonjour à vous. Vous êtes directrice de l'environnement du groupe Vinci. Alors Vinci, votre groupe se veut exemplaire dans la lutte pour la transition climatique. Le groupe vise une réduction de ses émissions directes de 40% d'ici à 2030. Alors déjà, première question, quel est votre bilan et comment vous allez vous y prendre pour continuer sur cette lancée ? Écoutez, oui, alors on vise à être proactif et à apporter une grande partie des solutions environnementales, effectivement, pour décarboner, mais également adresser les autres enjeux de la transition environnementale. C'est un objectif dont on s'est doté il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc, depuis 2018, on a réduit de 14%. Donc, les efforts sont bien là. Alors, sachant qu'on a une très grosse croissance organique dans un certain nombre de métiers. Donc, quelque part, en intensité, on a beaucoup plus réduit que ça. Mais on est bien en train de faire du découplage et de montrer qu'on arrive à réduire les émissions tout en développant et en continuant à développer nos activités. Je pense que c'est un certain nombre de solutions concrètes. On a la chance d'avoir plusieurs activités au sein du groupe. D'avoir la construction, d'avoir les métiers de l'énergie, d'avoir les métiers de la mobilité en exploitant effectivement des autoroutes et des aéroports, ce qui nous permet d'expérimenter un certain nombre de choses sur nos propres véhicules avec l'électrification, sur les bâtiments avec l'efficacité énergétique. Et c'est ce qui nous rend également un petit peu plus pertinent aussi quand on le présente aux clients. Voilà, alors ce que vous venez de le dire, mais peut-être plus concrètement, quelles sont ces modifications que vous apportez concrètement aujourd'hui ? Concrètement, c'est qu'on travaille par l'action en se disant quels sont les leviers pour effectivement décarboner notre propre empreinte. Donc, gros levier sur les véhicules. Véhicules légers, c'est en train de se faire avec l'électrification. Les engins de chantier. Les bulldozers électriques. Exactement. Alors, il y en a beaucoup, non pas encore. Pas encore, ouais. Donc, on est en expérimentation. On a un chantier, par exemple, 100% électrique qui s'est fait à Toulouse sur le parc Georges Brassens. Donc on est en mode, on expérimente, on montre que ça fonctionne. Par contre, on n'est pas encore dans la massification parce qu'on a besoin des constructeurs d'engins là-dessus. Sur la partie industrielle et bâtimentaire, on va démultiplier les efforts d'efficacité énergétique pour réduire les consommations. Donc c'est le développement de l'enrobé tiède, par exemple, comme revêtement routier, ou bien de décarbonation de l'énergie. Donc on installe des panneaux solaires et on autoconsomme une partie de cette énergie, voilà, avec des gros plans en fait, de conversion et d'installation sur nos bâtiments par exemple. Il y a aussi le béton bas carbone. C'est quoi ? Expliquez-nous. Alors tout à fait, là c'est pour décarboner effectivement l'empreinte des matériaux qu'on met en œuvre, où notre but c'est d'influencer l'ensemble de notre secteur d'activité et la chaîne de valeur. On a un objectif de mettre en œuvre 90% de béton bas carbone d'ici à 2030. L'année dernière, on était à 50% sur les activités en France. Donc, on avance, mais on a encore un chemin à parcourir. Et le béton bas carbone, c'est un béton dans lequel on va mettre moins de ciment. Donc, on va aller utiliser d'autres matériaux. Comme quoi ? Comme des filaires calcaires, comme des métakaolins, comme des laitiers de hauts fourneaux. Donc, principalement issus de l'économie circulaire, mais pas que. Mais quelque part, donc on change la recette de fabrication des bétons pour être capable d'adresser la performance financière, bien sûr, économique, oui. C'est toujours le Graal, technique et environnemental en même temps. Est-ce que tout ça a un coût ou, je dirais même, un surcoût pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Alors, il y a bien évidemment une mise de départ à faire sur du développement. Par exemple, le béton bas carbone, on ne l'a pas inventé du jour au lendemain. On a passé du temps, des efforts, de la R&D, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ensuite, en matière de présentation client, nous, notre adage, c'est plutôt de travailler sur une gamme de produits et d'avoir une offre en fait diversifiée pour le client. Donc le béton bas carbone, il y a toute une gamme. Il y a du bas, il y a du très bas, il y a du ultra bas carbone. Le ultra bas carbone, qui a un fort taux de décarbonation, puisqu'on va jusqu'à 90% d'émissions de CO2 en moins, il a un surcoût réel. Donc on va réussir à le vendre à des clients qui sont pionniers, qui ont des fonds en général dédiés. Et ceux qui ne veulent pas, comment vous... Innovation. On va leur vendre une gamme différente en fait, de produits, parce que pour le coup, il faut effectivement, pour massifier, qu'on soit aussi économiquement acceptable. Et puis, il y a aussi les usines et les températures qu'il faut baisser. Donc là aussi, c'est d'une grande complexité, j'imagine, ou
au contraire, vous commencez à bien avoir l'habitude de chauffer moins, en quelque sorte, les outils dans les usines? Alors, peut-être la complexité du sujet environnemental, mais la simplicité aussi, c'est qu'il n'y a pas une seule technologie qui va résoudre tout et nous permettre effectivement de décarboner au maximum. C'est bien un ensemble de technologies et de solutions qu'il faut mettre en œuvre. Donc sur les usines, ça commence par se dire, avant de produire, donc de chauffer les agrégats qu'on va mettre en mélange avec le bitume pour faire l'enrobé routier, déjà évitons de les sécher. Donc couvrons les stocks pour éviter qu'ils soient humides, effectivement. Ensuite, on peut travailler sur les fours, l'efficacité énergétique du process lui-même pour éviter trop de température. Et puis, donc, il y a tout un volet d'efficacité énergétique. Il y a les produits directement qui s'appliquent à température plus faible, donc les enrobés tièdes, voire les froids qui sont plus en développement, c'est aussi une réalité. Et puis ensuite, il y a l'énergie, effectivement, c'est de la substituer pour passer progressivement à de l'énergie moins carbonée et renouvelable de préférence. Question un peu idiote, est-ce qu'un jour on va repeindre les routes en blanc? Ça fait partie de l'arsenal des solutions, en fait, pour lutter contre l'adaptation. Oui, alors c'est un petit effet, effectivement, de rafraîchissement. Donc oui, ça peut jouer. Pourquoi pas. Oui, ce serait titanesque, j'imagine. Là, c'est la question que je posais aussi au président de l'ADEME. Est-ce que vous aussi, vous êtes accablé par les normes, par les contraintes qui sont imposées? Alors, je pense qu'effectivement, on vit dans un monde où l'environnement compte de plus en plus. Et on a une tendance en France, en Europe, à vouloir passer par la réglementation pour savoir définir ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. Et donc, je dirais qu'on a besoin des normes ou de la réglementation pour en tout cas donner la direction et donner les objectifs à suivre. Là où ça va souvent un peu trop loin, c'est qu'on réglemente aussi les moyens d'atteindre ces objectifs. Et ça peut être un frein parce que simplement on est dans un monde assez complexe. Il n'y a pas une solution unique comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait, il ne faut pas que la somme de normes et leur accumulation empêche effectivement une partie d'innovation ou de réfléchir avec des pas de côté, puisqu'il faut quand même appliquer des approches globales. Et ça, c'est un rôle qu'on prend à bras-le-corps les entreprises. Et il y a aussi beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'on est un peu perdu dans ces méandres où il y a trop d'acteurs qui sont au milieu de tout cela, de toutes ces normes, de ces contraintes, de ces principes, de ces obligations, de ces objectifs? Ce qui est certain, c'est que la matière environnementale, elle n'est pas simple, puisqu'on va traiter du carbone, de la nature, de l'eau, de la biodiversité. Enfin, c'est le côté nature, du recyclage, etc. Donc déjà, en soi, il faut avoir conscience effectivement de l'ensemble de ces enjeux et des bénéfices environnementaux de telle et telle solution. Il est certain que ce qu'on voit, c'est plutôt de la non-consistance entre des normes techniques d'un côté, environnementales de l'autre, qui sont souvent gérées par des personnes différentes. Et même quand la technique veut se mettre à l'environnement, ce n'est pas forcément la même chose que quand une norme environnementale sort. Donc oui, on conseille très largement de mettre les gens plus autour de la table, ce qu'on essaie de faire à de nombreux niveaux, mais oui. Il y a encore un vrai champ d'amélioration là-dessus. Dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Alors, ce qui me rend optimiste, c'est les efforts mis par les entreprises. Quand Vinci, on a dit il y a quasiment 5 ans, on va être proactive, on passe à l'action, et nous, la différence, on va la faire sur le terrain et par les réalisations concrètes. Et on y arrive. On est passé de certaines solutions qui ont été mises en œuvre il y a 5 ans, c'était une première réalisation. On est passé aujourd'hui à des dizaines. Et quand je suis avec d'autres entreprises, j'ai l'impression que c'est une tendance qu'on partage en fait. Donc on est dans l'action, on est sur le terrain, et voilà, ensemble on va y arriver. Merci beaucoup Isabelle Spiegel, merci. Merci à vous.